Bonjour, nous sommes le mardi 23 juillet 2019 et ma vidéo d'aujourd'hui sera intitulée 24 juillet, Monsieur Robert Mueller témoigne devant le Congrès. Et si YouTube me permettait de mettre un sous-titre, je mettrais celui-ci non-événement ou tournant dans la présidence de Monsieur Trump. Car rarement, je vais faire un peu de poésie ici, de rhétorique, car rarement il a été aussi difficile de savoir si un événement organisé sera quelque chose qui ne fera pas la moindre ride ou sera au contraire un tournant décisif. Et pourquoi? Parce que tout dépend du caractère de M. Robert Mueller. Tout dépend du tempérament d'une personne particulière qui sera interrogée. Et il est bien possible que ce double témoignage de M. Robert Mueller, car il témoignera à la fois devant le comité judiciaire du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale américaine, et devant la commission pour le renseignement. Voilà. Et ça correspond, ces deux témoignages, ces deux auditions correspondent aux deux parties du rapport qu'il a fait. Première partie du rapport Mueller sur les interférences, les ingérences russes dans la campagne présidentielle américaine, et deuxième partie, celle qui dépend des affaires judiciaires. Monsieur Trump a-t-il commis une entrave une ou plusieurs entraves, obstruction à la justice durant l'enquête de Monsieur Mueller? Et comme vous le savez, Monsieur Mueller a déjà publié son rapport, un gros rapport qui fait 448 pages, si je pense souvenir, dans la version officielle, 700 pages dans la version dont je dispose avec quelques commentaires et de nombreuses annexes. Pourquoi est-ce si difficile de dire s'il va se passer quelque chose ou pas? Je vous l'ai dit parce que nous savons de quelle manière les parlementaires du Parti démocrate et du Parti républicain considèrent l'événement en soi et vont essayer de le gérer. Mais ce que nous ne savons pas, c'est à quel point les représentants de ces deux partis vont énerver Monsieur Robert Mueller et peut-être le faire sortir de ses gonds. Alors, les parlementaires, nous le savons, parce qu'il y a eu des indiscrétions, ont répété abondamment leurs interventions. Ils ont, dans des sessions organisées par des professionnels, chaque parlementaire a répété ses questions devant une personne qui interprétait le rôle de Monsieur Mueller avec des conseillers, voilà, des coachs autour pour dire non, il fallait pas dire ça, il faut pas le faire comme ça, il faut pas le pousser dans telle ou telle direction. Donc chacun se prépare, c'est-à-dire chacun sait que l'événement peut être décisif ou ne pas l'être du tout. Et que tout dépendra de la manière dont, non pas tellement dont M. Mueller répondra aux questions, mais dont il décidera de gérer lui de son côté. Et de ce point de vue-là, il faut bien dire que les démocrates ont un jeu plus simple à jouer que les républicains. Pourquoi? Parce que, on le sait, tout ce que les démocrates voudraient que M. Mueller dise est déjà dans le rapport. Le problème des démocrates, c'est simplement que c'est dans une gangue de langage juridique qui fait que le public n'a pas encore bien compris exactement tout ce qui est dit. Et ce que les démocrates vont essayer de faire, c'est de dire, et ça je vous l'ai déjà expliqué quand on parlait de ces témoignages, Monsieur Robert Mueller, quand vous dites que si Monsieur Trump avait été innocent, vous l'auriez dit, est-ce que ça veut dire que d'une certaine manière qu'il est coupable? Monsieur Robert Mueller dira oui, c'est vrai qu'en langage juridique, le fait de dire que s'il avait été innocent, je l'aurais dit, c'est une manière dont les juristes disent que quelqu'un est coupable. Bon, voilà. Donc, ça va pas être trop compliqué. Le jeu pour les démocrates va être simplement
d'essayer d'obtenir des traductions de ce type-là. Est-ce qu'ils énerveront Muller? Probablement un peu, puisqu'il avait dit qu'il ne viendrait pas, qu'il avait déjà tout dit dans son rapport et qu'il ne voulait pas témoigner de cette manière-là. Donc c'est un peu en traînant les pieds qu'il vient. Mais on voit mal comment quelqu'un pourrait sortir de ses gonds si on lui demande de traduire simplement quelque chose. Il pourrait dire oui, non, je fais pas la traduction, je suis pas là pour traduire du langage juridique dans le langage de tous les jours. Mais ça, je crois pas qu'il puisse le faire puisqu'il est devant des représentants du peuple et que les représentants du peuple, c'est absolument justifié de leur part qu'ils demandent ce genre de choses, que les constituants, les gens qui les ont élus, leurs électeurs puissent comprendre de quoi il s'agit dans cette affaire. Que font qu'ont préparé les républicains? Ils ont préparé quelque chose de beaucoup plus dur à jouer, c'est-à-dire que comme maintenant ils ont très peur de cet exercice de traduction et aussi que M. Muller puisse dire des choses supplémentaires par rapport à ce qu'il a déjà dit dans son rapport. Et il vient d'ailleurs de recevoir hier un rapport du ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, comme vous le savez, sous la direction de M. William Barr, est entièrement aligné avec M. Trump. Des instructions qui lui disent de ne surtout pas dire des choses supplémentaires par rapport à ce qu'il a dit. Mais les républicains ont très très peur du double exercice que peut-être M. Muller dira quand même des choses en plus, et surtout que les traductions qu'il va faire à l'intention du public soient dangereuses. Non pas qu'il y ait là une nouvelle information, mais que sous la forme qui est utilisée, elle apparaisse aux yeux du public comme une nouvelle information. Alors, que se préparent à faire les républicains? À essayer de ternir la réputation de monsieur Muller. C'est ce qu'ils ont fait systématiquement dans des auditions précédentes. Quand monsieur John Dean qui a donc été la personne qui a provoqué, lui, le tournant dans la destitution de M. Nixon, destitution qui a été lancée, mais qui n'a pas abouti, parce que M. Nixon a démissionné de son poste. Quand M. Dean est venu, les républicains n'ont pas arrêté de dire une chose, oui mais c'est un menteur, oui mais c'est un menteur, oui mais c'est un menteur, ce qui n'était pas brillant comme défense. C'est exactement ce qu'ils avaient fait, la même chose qu'ils ont fait quand M. Michael Cohen, ancien avocat de M. Trump, est venu. Oui, mais c'est un menteur, oui, mais c'est un menteur, oui, c'est un menteur. Donc, ces deux témoignages n'ont pas eu le rôle décisif qu'ils auraient pu avoir. M. Michael Cohen défendait sa peau, et donc, vous vous souvenez que j'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui défend sa peau. Il l'a très bien fait parce qu'il a un avocat, M. Landes, qui a lui écrit un très très beau petit discours de clôture sur l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers. Monsieur John Dean avait fait un témoignage dont j'avais considéré, moi, qu'il pouvait avoir un rôle important, mais ça a été un trou dans l'eau, ça n'a pas donné grand-chose. Ça m'a impressionné, moi, ce monsieur Dean m'a impressionné, moi, et en faisant revivre sous nos yeux un tournant de la destitution, de la disparition en tout cas de M. Nixon par resignation, par démission. Et alors, demain, les républicains vont essayer, parce qu'ils ont très très peur, de discréditer M. Muller, de dire vous rouliez pour les démocrates, reprendre l'affirmation de Trump, ce n'est qu'une bande de démocrates, etc. Alors que, comme je vous avais toujours souligné, tous les personnages clés dans cette affaire, qu'il s'agissait de Monsieur Comey, James Comey, l'ancien directeur du FBI, démissionné par monsieur Trump, qu'il s'agisse de monsieur Rod Rosenstein, qu'il s'agisse de monsieur Robert Mueller lui-même, ce sont tous des républicains, et des républicains véritablement dans la ligne du parti. Il n'y a pas beaucoup de démocrates fous dont parle monsieur Trump. Alors, je vous rappelle que ce monsieur Robert Mueller a été directeur du FBI à l'époque des attentats de 2001, des deux Twin Towers, des deux gratte-ciel géants.
que c'est lui qui a donc dû faire opérer un tournant important au FBI pour s'occuper d'affaires extérieures, de terrorisme venant de l'extérieur et pas simplement des affaires intérieures des États-Unis. Il est considéré comme ayant joué un rôle remarquable. C'est un monsieur qui a été un officier des marines, donc c'est pas le gauchiste que les républicains auront eu des facilités à abattre. C'est un héros de la guerre du Vietnam, il s'est dévoué pour ses troupes, etc. C'est un monsieur qui, à l'intérieur d'un certain type de profil, est absolument exemplaire, et en tout cas, c'est quelqu'un qui a donné des preuves d'une très très grande intégrité. Il est tout à fait hésitant à jouer un rôle politique. Il a offert aux démocrates 440 pages de preuves qu'il y a une possibilité de destitution de monsieur Trump, et il considère que c'est aux démocrates de jouer. Il a défendu les institutions, il a joué le rôle de contre-pouvoir en étant nommé Special Counsel à la tête de cette commission d'enquête spéciale. Alors, quand les républicains, parce que c'est leur dernière carte, vont essayer de le discréditer en disant voilà qu'il est biaisé, qu'il roule pour un camp, etc., il y a une possibilité que cet officier intègre finisse par s'énerver et que là sortent des clous. Et c'est là l'événement qui ferait de cette audition, qui autrement pourrait être un non-événement, pourrait être un tournant. S'il y a un moment digne, je dirais, il y a un moment quand M. John Dean est interrogé et qu'il est question par le Congrès, dans les mêmes circonstances, à l'époque, c'est quoi, c'est 1971, si j'ai mon souvenir, si c'est pas 71, je corrigerai, et qu'il évoque une liste spéciale de personnes que M. Nixon lui avait demandé d'établir, de personnes qui allaient être visées spécialement par les services de l'État, justement pour les discréditer, elles, et au moment où, avec une certaine stupéfaction, une certaine perplexité, les parlementaires l'interrogent sur l'existence d'une telle liste, c'est-à-dire que M. Nixon mettait l'appareil d'État à son service comme un outil personnel, ce que M. Trump a fait depuis le premier jour où il est devenu président, et que M. Dean dit aux parlementaires qu'il interroge, est-ce que ça vous intéresse de voir cette liste avec les noms qui sont mentionnés? Il y a là un tournant, il y a la stupéfaction dans les rangs des parlementaires qui se regardent entre eux et puis qui finissent par éclater de rire en disant oui, cette liste nous intéresse. Et là, c'est un tournant dans l'affaire du Watergate. Ça ne veut pas dire que les choses vont se régler tout de suite, ça va encore prendre un certain temps, mais là, le processus sera entré dans une phase irréversible. Alors, demain, pendant les 4 heures qui sont prévues, 2 heures d'un côté, 2 heures de l'autre, est-ce qu'il y aura un moment John Dean dans le témoignage de M. Mueller? C'est possible, mais il est très bien possible aussi que ça n'ait pas lieu. Et donc, nous sommes devant un de ces moments de l'histoire qui n'est pas comme la crise des subprimes qui était entièrement prévisible pour quelqu'un qui avait l'attention vraiment portée là-dessus. Au contraire, un de ces moments dans l'histoire où César se trouve devant le Rubicon et regarde ses troupes et dit Alia Iactaes, et les traverse, ou bien Napoléon décide de s'évader où est-ce qu'il est à ce moment-là? De l'île d'Elbe. Un de ces moments de l'histoire où il pourrait très bien ne rien se passer, qu'il soit digne d'être mentionné, ou au contraire, quelque chose qui va changer le cours de l'histoire. Alors, c'est demain. Si j'y pense, je vous tiendrai au courant. Non, vous me connaissez, je vous tiendrai au courant. Je vais d'ailleurs m'arranger pour être devant mon ordinateur pendant tout le temps que ça se déroule et à prendre des notes, et peut-être même, comme je vous ai déjà fait pas mal de fois, pendant la crise des subprimes, ou bien à d'autres moments aux États-Unis, mais au Royaume-Uni aussi, je m'en souviens, d'être là et de vous dire ce qui se passe en direct. Voilà, allez, à bientôt, passez une bonne journée.